Michel Serres, c'est un très grand plaisir de vous avoir auprès de nous, à l'occasion de la publication de votre dernier essai aux éditions du Pommier qui s'intitule « Darwin, Bonaparte et le Samaritain ». Vif, doux, vie, énergie, dur, entropie, mort, information, paysage, utopie, énergie douce. En choisissant ces mots, Michel Serres nous entraîne avec lui pour décoder ce qui s'était caché dans notre histoire, en nous faisant voyager dans le temps, et parfois à l'envers du temps. Michel Serres parvient à nous révéler ce qui se passe aujourd'hui, globalement, et nous transforme profondément, avec un élan et un nouveau sentiment rare. Michel Serres visite l'histoire des sciences, mais pas uniquement l'histoire que nous avons construite, celle également de tout ce qui nous entoure et nous a construit et qui nous construit encore en permanence. Philosophe des sciences, Michel Serres nous emporte avec lui dans un voyage fait d'époques au cours desquelles nous rencontrerons plusieurs connaissances familières. Nous approcherons la mécanique du hasard et de la nécessité et les innombrables essais et échecs jusqu'à aujourd'hui et dont l'empreinte est parfois encore visible dans la matière ou dans les mémoires. Ford. Michel Serres nous berce également de sa voix douce tous les dimanches au cours de la chronique de France Info, Le sens de l'info avec Michel Polaco. Son engagement vers une œuvre transdisciplinaire, jalonné de nombreux ouvrages, a été couronné par plusieurs prix prestigieux. Les contributions de Michel Serres pour faire progresser les réflexions et idées nouvelles, pour améliorer notre condition, sont nombreuses, comme par exemple de questionner la naissance de la physique, ou encore la question écologique à travers la philosophie du droit, ou également la révolution de l'enseignement avec la petite poussette, qu'il publiera en 2012 et que nous croisons à nouveau dans ce dernier ouvrage. Michel Serres, je vous remercie à nouveau d'être avec nous ce soir et vous laisse enfin la parole. Comment comprendre le contemporain ? Comment voir clair dans ce qui se passe sous nos yeux ? C'est le projet simple, très difficile, mais urgent, qui m'anime ce soir, ou qui m'a animé également en rédigeant le livre qui vient d'être présenté. Je voudrais donner de cette décision ou de ce projet deux exemples concrets. Le premier exemple concerne la violence. Après les divers attentats qui nous ont frappés voici quelques semaines, j'ai entendu des voix politiques ou médiatiques dire « l'histoire nous rattrape », comme si l'histoire n'était jamais faite que d'attentats, de violences et de rapports de force. Vivons-nous réellement un temps ou un moment de l'histoire hyper violent ? Tout le monde a l'air de le penser et tout le monde a l'air de le dire. Et cependant, je crois que si ce n'est que pour cela que je suis venu à Montpellier, je crois que je n'aurais pas perdu mon temps. Je vous demande, quand vous rentrerez chez vous, s'il vous plaît, de taper sur votre ordinateur « cause de mortalité dans le monde ». Et va apparaître sur votre écran un tableau où les chiffres ont été fournis par les instances internationales les plus sérieuses comme l'OMS ou l'UNESCO, qui vous donneront les chiffres et les causes de mortalité. Par exemple, les grandes maladies tropicales, les accidents de voiture et ainsi de suite. Question, quelle est la dernière cause de mortalité dans le monde ? Celle qui, d'une certaine manière, est la plus faible et peut-être, dit le tableau, presque négligeable. Cette cause, c'est guerre, violence, terrorisme. C'est-à-dire, d'une certaine manière, quand on a vu ce tableau, on s'aperçoit que jamais sans doute le monde n'a été si paisible. Comment se fait-il que nous percevions comme un moment hyper violent quelque chose qui, objectivement, paraît dans les chiffres comme, au contraire, non violent ? C'est cette contradiction qui nous inquiète et que je voudrais apaiser et que peut-être j'ai essayé d'écrire ce livre pour essayer
de la clarifier. Voici la première question, celle de la violence. La seconde question concerne, tout au contraire et loin de là, notre conduite envers le monde. Et pour essayer de donner un exemple concret de cette affaire, je vous raconte que je vis et j'habite dans le sud-est de la banlieue parisienne, en bordure du bois de Vincennes, et qu'il m'arrive de marcher dans ce bois, et que la semaine dernière, marchant dans ce bois, dans les heures de la terminaison de l'après-midi, levant les yeux, j'ai été foudroyé d'admiration devant la beauté du coucher du soleil. Il y avait une sorte d'harmonie de bleu et de rose dans les nuages qui, à travers le feuillage qui était déjà devenu jaune, était d'une surprenante beauté. Je suis resté là, quasi en extase, un moment, et, baissant les yeux, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de monde autour de moi et que personne n'y attachait aucune attention. Alors j'ai arrêté une ou deux personnes en disant « Vous avez vu, c'est extraordinaire ?» Et la première personne que j'ai arrêtée me dit « Ah merde, j'ai pas mon appareil photo. » Et la seconde m'a dit « Ah ah, vous êtes bien poète, vous !» Et il est passé. Par conséquent, personne n'y faisait attention. Et je me suis aperçu là qu'il y avait une sorte de photographie intéressante de notre rapport au monde. C'est-à-dire, nous, habitants des villes, eh bien, nous avons l'habitude de plus jamais regarder le monde. Les philosophes, souvent, appellent les hommes des êtres au monde. Eh bien, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas dans le monde, nous ne voyons pas le monde. Et par conséquent, si le monde est aujourd'hui en perdition, aussi bien pour les espèces vivantes que pour le climat, c'est que peut-être nous n'y faisons pas attention. Et par conséquent, j'avais deux préoccupations en essayant de rédiger mon livre. C'était d'abord les questions de violence et ensuite les questions de notre rapport au monde. Bien entendu, c'est une immense prétention de vouloir faire une philosophie de l'histoire. Or, faire une philosophie de l'histoire est aujourd'hui important pour deux raisons de nouveau. La première, c'est que nous le savons et nous le vivons vraiment. Aujourd'hui, nous traversons un moment de transformation tout à fait extraordinaire. Les transformations viennent de toutes parts et elles sont très rapides. Elles ont des causes que je dirai tout à l'heure. Et à travers ce moment de situation complètement instable, il est intéressant de faire le point pour savoir vraiment où nous en sommes et où nous allons. C'est la question que je posais au début. Comment lire, comment voir lucidement, comment voir le contemporain. Et bien entendu, les questions politiques qui nous agitent et qui nous ont agités même aujourd'hui, ces questions politiques ne peuvent pas se comprendre sans une philosophie préalable de l'histoire. Voilà donc en gros les préoccupations qui m'ont amené peu à peu à tenter cette chose peut-être tout à fait audacieuse de faire une philosophie de l'histoire. Alors, pour commencer, j'ai essayé de clarifier la question de notre rapport au monde. Et quand on fait une philosophie de l'histoire, il faut avoir au préalable une bonne définition de l'histoire. Or, tous les historiens sont d'accord pour dire que l'histoire commence avec l'écriture. C'est l'invention de l'écriture qui est le commencement absolu de cette discipline qu'on appelle l'histoire. Alors, souvenons-nous de cela. Cela commence avec l'écriture. D'autre part, la plupart des historiens, avec juste raison d'ailleurs, célèbrent ce qu'on appelle la mémoire. C'est-à-dire, ils disent que l'histoire est la mémoire collective des hommes, ils ont raison, et par conséquent, ils cultivent cette faculté qu'on appelle la mémoire. Or, je trouve, quant à moi, que l'histoire qui commence avec l'écriture peut se définir par une série d'oublis. Et les oublis sont les suivants. Voyons, si l'histoire commence avec l'écriture, quoi au sujet des cultures et des populations sans écriture ? Ce sont des hommes comme nous, ce sont des cultures comme les nôtres, avec des religions analogues aux nôtres, quelquefois des comptages, quelquefois un peu de science, pas d'écriture. Il serait donc
il serait donc sans histoire. Et d'une certaine manière, cette décision-là de couper l'humanité entre ceux qui ont l'écriture et ceux qui ne l'ont encore pas, fait que nous considérerons peut-être ces gens-là comme en dehors de l'histoire. Et c'est quand même assez grave de dire qu'ils sont préhistoriques alors qu'ils sont nos contemporains. Voilà la première injustice, premier oubli. Et cet oubli, évidemment, est compensé par une science humaine au sens technique, mais aussi au sens humaniste, cette ethnographie qui s'occupe justement des populations sans écriture. Donc c'est une science qui pallie l'oubli de l'histoire. Bon, premièrement. Mais deuxièmement, voyons, que s'est-il passé pour les hommes avant, non seulement avant l'écriture, mais que s'est-il passé lorsque ils ont émergé non pas à la conscience, mais à l'humanité elle-même? Alors, bien entendu, on a oublié ces gens-là, enfin, ces prédécesseurs ou ces ancêtres-là, et une science humaine, mais humaine au sens technique, mais aussi au sens humaniste, pallie à cet oubli-là. Et cette science, évidemment, c'est la préhistoire. La préhistoire s'occupe de nos ancêtres, à la fois personnes et cultures, antérieures à cette affaire-là. Et par conséquent, j'ai remonté ainsi de condition en condition, et je me suis dit, que se passe-t-il au moment où l'homme devient lui-même Homo sapiens sapiens? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors on le sait maintenant, il s'est passé Homo néandertal, et puis ensuite les hominidés, puis les hominidés, et puis ensuite on arrive aux ancêtres communs, à des ancêtres communs. Mais vous allez me dire, il ne s'agit plus des hommes. Si, nous étions des hommes à ce moment-là encore. Et par conséquent, pourquoi ces hommes-là n'ont-ils pas d'histoire? Et quand on remonte aux ancêtres communs, on s'aperçoit qu'on plonge là dans une nouvelle discipline, dans une nouvelle science qui pallie justement les oublis de l'histoire et qui est une histoire elle-même. C'est-à-dire, c'est l'évolution au sens de Darwin de la totalité du vivant. Les ancêtres comme, évidemment, l'ancêtre commun à Homo sapiens, mais aussi des ancêtres encore plus éloignés qui remontent jusqu'à la première molécule qui a su se dupliquer il y a 3 milliards et quelques centaines de millions d'années. Et là, on remonte à l'ancêtre commun complet, dont on ne sait pas vraiment comment cela s'est passé. Mais alors, à ce moment-là, il y a une science de nouveau qui s'appelle l'histoire naturelle, bien nommée d'ailleurs, qui supplie à l'oubli de ce que l'histoire a oublié. Mais voyons, cette molécule qui s'est elle-même dupliquée, elle était dans une mer de molécules qui ne se dupliquaient pas et qui étaient du domaine non pas du vivant mais du domaine de l'inerte. Et cette planète était pleine de molécules. Et il y a même un livre extraordinaire qui décrit notre planète avant que les vivants arrivent. Et on aurait dit même que la description de cette planète, la personne qui le décrit y était. C'était même magnifique. Bon, et alors, bien entendu, ces molécules-là qui se sont dupliquées et qui ont jailli à partir de cette soupe primitive, font partie, sont là parce qu'elles ont un habitat qui est favorable à cette activité et à cette existence. Et cet habitat, c'est la planète. Et cette planète n'a pas d'histoire. Ah mais si, elle a une histoire, c'est-à-dire que la géophysique s'occupe de cette histoire. Et ainsi de suite. On peut remonter ainsi de la géophysique au système solaire, qui lui aussi a une histoire, et ce système solaire, on remonte à la galaxie, et on remonte au Big Bang, etc. Donc, si vous voulez... mais pourquoi dites-vous que vous parlez d'histoire, puisque l'histoire commence avec l'écriture? Alors, nous y sommes. C'est maintenant qu'il faut bien réfléchir. Voyons. Toutes les sciences dont j'ai parlé, que ce soit la géophysique, que ce soit l'histoire naturelle, que ce soit la cosmologie, que ce soit l'astronomie, comment ont-elles fait pour arriver au résultat dont j'ai parlé? Réponse, c'est que
toutes à un moment ont su dater leurs objets. Et une des grandes découvertes contemporaines de toutes les sciences, c'est cette datation. C'est-à-dire les sciences aujourd'hui savent dater leurs objets. L'histoire naturelle, par exemple, c'est dater l'origine d'une espèce, la disparition de cette espèce, c'est dater l'origine de la duplication dont j'ai parlé, et ainsi de suite. Question, comment ces sciences font-elles pour dater leurs objets? Oh, c'est très simple, parce qu'elles découvrent des traces et que ces traces sont considérées comme une écriture et qu'il est question de la décoder. Que ce soit des fossiles, que ce soit, par exemple, on sait aujourd'hui que certaines roches volcaniques, quand elles se solidifient, après avoir été dans une situation liquide et chaude, quand elles se solidifient, elles conservent en elles l'état du magnétisme terrestre de l'époque. Donc on peut lire sur la roche l'état du magnétisme terrestre de l'époque, dont l'époque en question. Par conséquent, chaque fois, il s'agit d'une écriture. Et par conséquent, quand on dit que l'histoire commence avec l'écriture, je trouve que toutes les sciences s'adonnent justement à cet exercice-là. C'est-à-dire que toutes les sciences trouvent des traces, que ce soit des fossiles, ou la roche en question, ou l'âge d'une étoile, ou le déchiffrement de la lumière qui émane de cette étoile. On lit des traces, on lit une écriture, et si l'histoire commence avec l'écriture, alors les vivants ont une histoire, alors les gens sans écriture ont une histoire, alors la planète a une histoire, alors le système solaire a une histoire, et finalement l'univers entier a une histoire qui commence à ce qu'on appelle le Big Bang. Vrai ou faux, à ce qu'on appelle le Big Bang. Et par conséquent, là, je convoque les historiens, ou plutôt, une fois que ces sciences-là ont daté leurs objets, ces objets-là peuvent s'aligner l'un après l'autre dans une suite telle que je l'ai appelée le grand récit. C'est-à-dire que, à partir du Big Bang, on peut raconter comment se développe l'univers, puis comment, refroidissant, il a donné des étoiles puis une planète, comment cette planète se développant a donné naissance à des vivants, comment ces vivants se développant ont donné naissance à toutes les espèces, de faune et de flore, comment se développant ils ont donné l'homme, et ainsi de suite. Ça fait donc un grand récit. Et ce grand récit a une particularité qui le rapproche précisément de l'histoire. C'est le suivant. C'est que ces savants-là, qui datent leurs objets, il est bien évident qu'ils ne croient pas du tout à quelque finalité que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette histoire, dès qu'on la regarde en aval, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, on ne peut pas le prévoir. Il n'y a pas de finalité, donc on ne peut pas le prévoir. Mais, si on se retourne vers l'amont, on peut expliquer comment cela s'est passé. Donc, si vous voulez, cette structure-là, regardez les historiens. Aucun historien n'a pu même prévoir l'élection de ce monsieur qui a été élu hier chez nos amis des États-Unis. Voilà. Mais maintenant qu'il est élu, vous allez voir tous les historiens, tous les journalistes expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, il y aura beaucoup d'écoles qui dira c'est pour cela, d'autres pour cela, etc. On trouvera même des pluralités de causes. Et par conséquent, la causalité est là en amont, mais la finalité n'est jamais là en aval. Et par conséquent, ce récit-là, qui est le récit scientifique par excellence, qui est même, si vous voulez, le récit encyclopédique, parce que l'encyclopédie, autrefois, c'était une sorte de plan qu'on pouvait voir, mais maintenant, non, elle est complètement historicisée. Et par conséquent, cette encyclopédie historique qui enchaîne toutes les sciences et tous les objets qui sont devant nous, cette encyclopédie-là, eh bien, voilà, c'est un récit. Mais c'est un récit littéraire, hein. C'est-à-dire que je sache, quand je raconte une histoire à mes petits-enfants, et que je les vois le soir, et que je leur dis « Où en étions-nous hier ?» et ma petite-fille me répond « Nous en étions à « Et alors ?» Et il a raison, c'est-à-dire « Et alors, qu'est-ce qui va se passer ?»
Et c'est-à-dire, c'est ça le suspense. C'est-à-dire, il n'y a pas de finalité à mon affaire. Mais une fois que j'aurai raconté l'histoire, et une fois que le roman sera écrit, que la tragédie de Racine sera écrite, vous aurez des foules de commentateurs qui diront « Quelle logique implacable est là pour faire que Phèdre va mourir, etc. » Et oui, c'est la logique implacable, mais il n'y avait pas de prévision. Et donc, vous voyez que le récit, tel que les savants l'ont mis en place récemment, est un récit tout à fait analogue, récit littéraire, et voilà que je peux fêter les fiançailles ou les épousailles des sciences les plus dures avec les sciences avec les humanités. Ces deux récits, j'appelle un le grand récit et l'autre les récits ordinaires. Alors évidemment, les historiens là vont encore regimber, ils vont dire mais cela ne concerne pas beaucoup quand même les humains du point de vue de leur individu ou de leur culture. Ah, j'ai dit, c'est pas tout à fait vrai, parce que finalement, vous le savez sans doute, nous sommes des pluricellulaires, et ces pluricellulaires sont composés de plusieurs cellules dont les composés sont vraiment issus de très anciens. Notre ADN est issu d'âge en âge de cellules très anciennes, de molécules très anciennes. Et d'ailleurs, en plus, nous sommes composés, nous, êtres organiques, de 4 ou 5 atomes, l'oxygène, l'azote, etc., le carbone, qui ont été formés presque au début de l'univers, enfin quelques millions d'années après le Big Bang, vous voyez. Et par conséquent, toute notre composition concerne ce grand récit. Nous sommes tous un composé de ce grand récit. Et voilà que mes parents, voilà que moi-même, quand j'étais jeune, je n'avais comme passé historique, si je savais un peu de latin, un peu de grec, un peu d'hébreu, un peu même peut-être de cunéiforme, j'avais derrière moi 4 ou 5 000 ans d'ancienneté. Et voilà que Petite Poucette, maintenant, a 15 milliards d'ancienneté derrière son dos. Vous voyez que tout est changé du point de vue de notre histoire. Donc l'histoire rentre dans les sciences et les sciences rentrent dans l'histoire. Et ça, c'est une nouvelle très intéressante. Voilà, en gros, si vous voulez, ce que j'ai à dire dans notre rapport au monde. Et pourquoi j'ai fait cela, pourquoi j'ai écrit ce premier stade dans ma philosophie de l'histoire, je l'ai écrit parce que je voulais répondre à la question que j'ai posée en commençant. En commençant, j'ai dit, nous sommes des êtres au monde, mais nous sommes tellement coupés du monde que nous ne le voyons pas. Et mon anecdote vous a exprimé ce regret. Alors, ce pourquoi j'insiste sur ces épousailles entre les sciences en question et l'histoire, c'est que ce grand récit-là, si on l'apprend, eh bien, cela fera qu'on comprendra le monde, on pourra lire en nous, dans notre propre aventure, le monde entier qui nous a formés, et qui nous a formés non seulement du point de vue de l'organisme, mais du point de vue de la temporalité. Voilà donc la première partie en question que j'ai écrite pour résoudre donc cette inquiétude que j'avais au début concernant le monde. D'ailleurs, j'avais écrit à ce propos un livre qui s'appelait « La guerre mondiale », en donnant au mot « guerre mondiale » un tout autre sens que celui que leur donnent les historiens, qui voulait dire la guerre contre le monde. La guerre contre le monde. Et cette réconciliation avec le monde, c'est cette première partie qui est en train, enfin dont je souhaite qu'elle le fasse. Cela dit, il faut que j'aborde maintenant la première question que j'ai posée au début en introduisant ma conférence. La question de la violence. Et cette question de la violence a été la mienne depuis, je crois, le début de ma vie. Ce n'est pas très, très impudique que de vous raconter ma vie et de vous dire que je suis né en 1930 d'une femme qui a été la seule dans son lycée de se marier parce que tous les fiancés possibles et les maris possibles étaient morts à la guerre de 14. Et elle a épousé un survivant largement blessé et gazé de Verdun.
Et si vous consultez la démographie de cette époque, il y a très très peu de naissances dans ces zones-là, parce que tous les pères possibles sont morts à la guerre de 14. Donc c'est la guerre de 14 et son miracle auquel je dois la vie. Mais immédiatement dans ma jeunesse, dès les années 36, comme j'étais né dans le sud-ouest de la France, j'ai vu arriver les survivants de l'atroce guerre civile espagnole, qui soient blancs ou rouges, nous racontaient les horreurs qu'ils avaient vécues. Et puis, immédiatement en 1939, ça a été les réfugiés du Nord de la Blitzkrieg. Et puis, ça a été ensuite tout ce que vous savez de la Seconde Guerre mondiale, qui a fini par la Shoah et puis Hiroshima. Et puis ensuite, dans ma verte jeunesse, j'ai dû porter les armes comme tout le monde et participer à la guerre d'Algérie et même à l'expédition de Suez. Par conséquent, pour moi, de ma jeunesse jusqu'à l'âge de presque 30 ans, ça a été pour moi la guerre tout le temps. La guerre tout le temps. Et par conséquent, mon corps est fait de guerre. Et c'est pourquoi mon âme est faite de paix. Et la question entre la guerre et la paix est pour un philosophe et pour moi personnellement une question absolument décisive. Attention, j'ai parlé de la violence tout à l'heure et de mon expérience que j'avais d'elle. Mais cette expérience est très intéressante. Pourquoi ? Parce que j'ai pu consulter en effet les historiens comme le Bloch dont j'ai parlé tout à l'heure et qui nous disaient que depuis les années 3500 avant Jésus-Christ jusqu'en 1800, ça a été 93% de temps de guerre, avec 7% de temps de paix. Et si ce monsieur Bloch avait connu Michel Serres et avait continué son calcul jusqu'à 1980 ou jusqu'à 1950, il aurait encore reculé. Il aurait simplement dit, non, c'est plus 7%, c'est 5% ou 4% de temps de paix. Par conséquent, paix exceptionnelle et guerre perpétuelle. Paix exceptionnelle, guerre perpétuelle. Et d'ailleurs, à propos de la mémoire et de l'oubli, c'est quelque chose qui me permet de le définir. C'est-à-dire, lorsque je me lève le matin et que je me rase devant la glace, je me dis, nous sommes en paix. Je me dis tous les matins, nous sommes en paix. Mais je ne sais pas, je ne connais pas de personnes en dessous de 40-50 ans qui disent le matin, nous sommes en paix. Pourquoi ? Parce que la paix, c'est l'oubli. Et que la guerre, c'est la mémoire. Nous y sommes. Si précisément l'histoire, c'est toujours la mémoire, alors c'est que l'histoire, c'est la guerre. Et c'est vraiment la même structure. Vous voyez ? Et donc, je peux définir maintenant, et je peux reprendre la totalité. Et alors, je m'arrête. Cette violence-là, qui a été la guerre perpétuelle depuis des milliers d'années, que ce soit... on dit même que Gengis Khan, quand il est arrivé en Occident, avait à peu près tué 25% de l'humanité de l'époque. Et que certaines guerres en Chine faisaient entre 18 et 25 millions de morts. On n'a plus idée de ça. On n'a plus idée de ce que c'était que la bataille de Cannes entre Hannibal et les Romains. On dit souvent qu'Hannibal n'a pas pu prendre Rome après. Et il n'y avait plus personne. Et il y avait eu tellement de morts à la bataille de Cannes que tous étaient... que Hannibal ne pouvait pas rentrer dans Rome et Rome ne pouvait plus se défendre. Oui. Et si on regarde en effet ce pourquoi j'ai mis Bonaparte comme personnage qui incarne cette affaire-là, c'est parce que Napoléon, à la bataille d'Eylau, on raconte que traversant le champ de bataille après la bataille qui a été une victoire, n'est-ce pas ? Il a traversé à cheval la plaine jonchée de cadavres en disant « Une nuit de Paris réparera cela ». Est-ce qu'il y a une parole plus barbare qu'une chose pareille, vous voyez ? Et donc, cette seconde partie est vraiment dominée par la mort. Après l'attentat très connu du 11 septembre à New York, la circulation aérienne a été interrompue pendant quelques semaines.
Et comme j'enseignais à Stanford, comme l'a dit mon présentateur, j'ai dû prendre l'avion Paris-San Francisco, le premier avion possible lorsque la circulation aérienne a été reprise. Nous n'étions pas très nombreux dans l'avion, il faut dire, et on n'en menait pas large, d'accord. Et à mon arrivée à San Francisco, j'ai été invité à dîner par des ingénieurs de la Silicon Valley, et autour de la table, il y avait, disons, je ne sais pas moi, 5 à 6 langues, 7 ou 8 cultures, 4 ou 5 religions, enfin, très disparates. Et la conversation a exclusivement porté sur l'attentat du 11 septembre, bien entendu. Et quelqu'un a dit autour de la table, nous sommes quand même extraordinairement stupéfaits par le fait que les kamikazes en question font la queue pour faire ça, c'est-à-dire font la queue pour aller mourir. C'est-à-dire souhaitent réellement aller à la mort. Je me suis levé et j'ai dit « Mourir pour sa patrie est un si digne sort qu'on briguerait en foule une si belle mort. » Et les gens se sont retournés vers moi et m'ont dit « Mais qui a écrit ces horreurs ?» Et j'ai dit, c'est une tragédie d'un certain Pierre Corneille qui s'appelait Horace, acte 2, scène 3. Vous voyez. Et tout d'un coup, je me suis aperçu des temps que nous vivions. C'est-à-dire, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'une certaine littérature que nous avions sucée comme le lait de la mer était quelque chose que nous ne pouvions plus supporter. Vous voyez la coupure, là ? La coupure est gigantesque. Quelqu'un me disait cet après-midi qu'elle avait vu les femmes savantes à la Comédie Française. Et elle était tout à fait stupéfaite qu'un certain Molière, que nous admirons beaucoup et que j'admire encore beaucoup, avait pu déclarer que c'était épouvantable que les femmes fassent des études. Ça ressemblait tout à fait, et l'un et l'autre, à Daesh, n'est-ce pas, hein ? Et donc, il y a quelque chose là qui est très intéressant pour qu'on voit à quel point il y a eu tout d'un coup une bascule que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Une bascule de culture, une bascule qui touche la violence, qui touche les mœurs et ainsi de suite. Et cette bascule-là, on peut, je crois, la dater de façon assez précise. Alors, j'ai parlé de mon expérience de la guerre et je dois dire que cette expérience se termine à un moment très précis, qui est en août 1945, à un moment donné, à l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima et à Nagasaki. Et là, le maximum de violence a fait que peut-être là, il y a eu un point décisif dans l'histoire contemporaine. Et ce point décisif est tel que je fais une distinction entre la troisième partie, c'est-à-dire le moment contemporain, et l'histoire qui la précède. L'histoire qui la précède, c'est une violence sans arrêt, la guerre perpétuelle, qui ne fait que croître avec la violence qui croît jusqu'à Hiroshima, et par la suite d'ailleurs à des bombes atomiques bien plus puissantes. Et donc, si vous voulez, la bascule de culture arrive là, arrive au moment précisément où la violence est telle qu'elle devient insupportable, qu'elle devient plus possible, on ne peut plus l'utiliser. Et à ce moment-là, arrivent des gens tout à fait extraordinaires et qu'on pourrait presque glorifier, n'est-ce pas ? C'est des gens comme Schumann, comme Adenauer, comme Monet, qui commencent à dire « nous ne nous vengerons pas ». Parce qu'après 70, il fallait se venger. Après 14, il fallait se venger. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il n'a plus été question de se venger. Il a été question de se réconcilier. Il a été question de faire la paix. Et tout d'un coup, arrive un moment nouveau, qui est celui où nous vivons, qui est le moment où, depuis 70 ans, nous sommes en paix. Et je reviens maintenant au calcul que je vous ai demandé de consulter sur vos ordinateurs quand vous rentrerez chez vous. Et vous vous apercevrez en effet que depuis 70 ans, la violence n'a jamais cessé de baisser. La violence n'a jamais cessé de baisser. Et que nous sommes en paix beaucoup plus que nous le croyons. Et ce moment-là, je l'appelle l'âge doux.
Évidemment, ça scandalise tout le monde parce que tout le monde croit que nous sommes dans un état de grande violence et que nous devons nous protéger effectivement de cette violence. C'est vrai factuellement, il y a des cas en effet, et je serais vraiment d'un cœur abominable si je ne m'inclinais pas devant les victimes des attentats. J'en ai pleuré comme vous, bien entendu, mais objectivement, considérant les faits, considérant les chiffres, nous sommes en paix. Et la violence ne cesse de baisser, je le répète. Et par conséquent, là, il y a un âge nouveau que nous sommes en train de vivre et qui est fortement intéressant. Et vous avez remarqué que j'ai commencé ma conférence en disant « J'essaie d'avoir le projet de voir objectivement les temps que nous vivons, d'avoir le projet de comprendre le contemporain, et non pas de le comprendre le nez sur le fait qui vient d'arriver, parce qu'il est vrai factuellement qu'il y a de la violence en Syrie, qu'il y a de la violence dans les attentats, etc. C'est vrai factuellement. Mais si vous prenez un peu de recul, c'est faux globalement. C'est pas que ce soit faux, c'est que le monde n'est pas celui qu'on croit dès le moment où on additionne simplement, factuellement, les faits de violence en question. Et donc, j'ai appelé cet âge l'âge doux. Alors, j'ai oublié de vous dire que pour singulariser, ou pour caractériser, ou pour mieux définir chacun de ces trois âges, j'avais demandé, ou plutôt j'avais essayé de faire voir des personnages qui l'incarnent. Et le premier personnage qui incarne la première partie dont je vous ai parlé tout à l'heure, je l'ai appelé Darwin, j'aurais pu l'appeler d'un nom d'un astrophysicien, j'aurais pu l'appeler d'un nom d'un médecin, etc. Non, j'ai pris Darwin parce que c'est lui qui est, si vous voulez, une figure emblématique de ce grand récit. C'est le premier qui a donné plus ou moins l'impulsion à ce grand récit. Le second, ça a été Bonaparte, je vous l'ai dit tout à l'heure, simplement pour sa grande phrase « Une nuit de Paris réparera cela ». Et le troisième m'intéresse beaucoup. J'ai appelé l'âge que nous vivons l'âge doux pour des questions de paix. Cette paix qui a arrêté la guerre, pas toutes les guerres bien entendu, y compris pas économiques bien entendu, puisque dans le second âge, j'ai découvert que la plupart des moments d'esclavage venaient de l'esclavage pour dette. Non seulement on était esclave parce qu'on avait perdu une bataille, mais on était esclave parce qu'on avait des dettes, l'esclavage pour dette. Et donc cette troisième partie, je l'ai appelée douce à cause de la paix, mais je l'ai appelée douce pour une autre raison. D'abord, économiquement parlant, on parle souvent des 30 glorieuses. Et bien entendu, c'est vrai que, économiquement parlant, l'Occident a passé pendant 30 ans une sorte de croissance extraordinaire du point de vue du confort, du point de vue de la production, du point de vue de la distribution des biens, etc. C'est hors de question. Mais ces 30 glorieuses n'ont été possibles que parce qu'il y avait 70 ans de paix. C'est la paix qui a rendu possible la prospérité. Et donc, le moment fondamental, c'est plutôt la paix que la prospérité. La prospérité a dépendu de la paix. Si on avait été en guerre, il y avait un mot extraordinaire d'Edgar Faure. Edgar Faure disait « La guerre coûte toujours plus cher que la paix, même obtenue à n'importe quel prix. » La guerre coûte toujours plus cher que la paix, même obtenue à n'importe quel prix. Et donc là, je pense qu'au lieu de dire les 30 glorieuses, nous devrions dire maintenant les 70 paisibles. Et alors, pendant les 70 paisibles en question, il s'est passé des phénomènes tout à fait nouveaux et intéressants. Par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, 55, etc., il est arrivé à l'humanité, à l'histoire des sciences, si vous voulez, à l'histoire des pratiques scientifiques, un événement considérable, qui est le suivant. Un peu avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 35-36, un médecin qui recevait 10 patients recevait 4 vérolés, 3 tuberculeux et 2 autres. Non, 4 vérolés, 4 tuberculeux et 2 autres.
À partir des années 50, il n'y avait plus que les deux autres. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelque chose a basculé. D'une certaine manière, on a plus ou moins vaincu les maladies infectieuses et la médecine a commencé à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire que la médecine est devenue victorieuse de la maladie et parfois de la douleur. Et ça ne s'était jamais arrivé. C'est-à-dire, pour prendre un exemple illustre, vous le savez sans doute, Louis XIV a passé toute sa vie à hurler de douleur parce qu'il avait une fistule anale non guérissable. Aujourd'hui, une fistule anale, c'est un coup de bistouri et 8 jours d'antibiotiques. C'est-à-dire pas de douleur du tout. Voyez, donc, si vous voulez, là, le résultat de cette découverte, du fait que la médecine est devenue tout d'un coup victorieuse des maladies, a fait bondir tout d'un coup l'espérance de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos compagnes ont 84 ans d'espérance de vie, je crois, et que les mâles, les hommes, ont 79 ans d'espérance de vie à peu près. Et elle croît sans arrêt en France tous les ans de 3 mois, de 2 mois, de 6 mois, etc. Elle continue de croître. Et par conséquent, l'espérance de vie a complètement changé par rapport à l'âge précédent. Et ça a changé beaucoup dans la société, bien entendu. Nos ancêtres, lorsqu'ils se mariaient, par exemple, ils se juraient fidélité pour 5 ans. Aujourd'hui, Petite Poussette, quand elle se marie avec Petit Poucet, se jure fidélité pour 60 ans. Ce n'est pas tout à fait le même mariage. Oui. C'est le même mot, si vous voulez, mais ce n'est pas la même chose. De la même façon que lorsqu'on lit les romans du XIXe siècle, par exemple, on voit très bien qu'un héros de 30 ans, de 25 ans, a déjà hérité de ses parents, largement. Aujourd'hui, moi, je connais des gens de 65 ans qui attendent encore l'héritage de leurs parents, bien entendu. Vous voyez donc à la fois dans les mœurs et dans la finance, l'augmentation de l'espérance de vie a changé complètement. Et je ne parle pas de la douleur. Il faut quand même savoir, on critique souvent les morales dites judéo-chrétiennes, pour employer l'expression journalistique, ce qui est absurde, parce qu'on disait que c'était des morales doloristes. Ça me fait rire beaucoup, parce que justement ces morales-là, y compris d'ailleurs de l'Antiquité, c'était des exercices faits pour supporter une douleur inévitable et quotidienne. C'était des exercices pour cela. Et dès le moment où il n'y a plus de douleur, où il y a moins de douleur, le problème de la morale se pose tout à fait autrement. Vous voyez donc que tout d'un coup, le paysage corporel a complètement été bouleversé et que là, le héros absolu du monde moderne, c'est le médecin. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire le biologiste, le biochimiste, le médecin. Je donne comme exemple, si vous voulez, dans mon livre, le couple Jacques Monod, Dr Schweitzer, c'est-à-dire celui qui a eu le prix Nobel de biochimie et celui qui a soigné les pauvres gens en Afrique. Et donc je crois que de la même façon que Darwin était le héros du premier temps, que Bonaparte était l'anti-héros du second, le Samaritain, pour prendre un exemple symbolique ou mythique, est le héros du troisième moment. Alors voilà, l'âge doux parce que c'est la paix, l'âge doux parce que c'est l'augmentation de l'espérance de vie, l'âge doux parce que c'est une lutte permanente contre la douleur. Je crois qu'aujourd'hui, un médecin dont je parlais tout à l'heure peut rencontrer un patient de 60 ans qui n'ait jamais souffert. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Jamais. C'est-à-dire, la douleur était quotidienne. Par conséquent, de nouveau, l'âge doux. Mais l'âge doux, maintenant, c'est tout à fait autre chose, c'est les nouvelles technologies. C'est le soft du hard. Vous voyez et donc, oui, excusez-moi de parler anglais, je déteste ça. Je dirai pourquoi tout à l'heure si on m'interroge sur Trump, parce que ça ne ratera pas, on va m'interroger sur Trump, c'est certain. Et là, les nouvelles technologies, alors vous voyez,
le fait que nous soyons en paix change complètement notre attitude par rapport à la vie. Le fait d'avoir une espérance de vie change un nouveau corps. Et cette espérance de vie ayant cru, cela donne des résultats extraordinaires du point de vue démographique, et qui est une variable essentielle pour l'espèce humaine. Lorsque je suis né, décidément je parle beaucoup de moi aujourd'hui, lorsque je suis né, il y avait sur Terre 1,7 milliard d'habitants. Aujourd'hui, il y en a quasi 8 milliards, 7 milliards et quelque chose. Connaissez-vous une vie humaine au cours de laquelle le nombre des habitants de la Terre a doublé 2 fois, 2 fois de 4 fois de 8 ? Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Le nombre de choses qui ne sont jamais arrivées dans l'histoire est énorme aujourd'hui. Et ils vont tous dans le même sens. La paix, la douleur, la victoire contre les maladies, la vie. Ça va vers la vie et ça ne va plus vers la mort. Et je dis dans mon livre quelque chose qui va faire frémir les gens. Les statuts dans nos villes sont des statuts de généraux, de stratèges, à cheval, sabre au clair, etc. On devrait faire fondre ces statuts pour les transformer en statuts de médecins, par exemple. Des gens qui ne s'occupent pas de la mort, mais qui s'occupent de la vie. Oui. Et donc maintenant, les nouvelles technologies arrivent, et c'est de nouveau du doux, c'est de nouveau un échange de messages, c'est de nouveau quelque chose qui n'a rien plus à voir avec le précédent. Donc, pour lire comme il faut le contemporain, il faut au moins ce développement complet que je viens de faire devant vous. D'abord, la première partie, pour vraiment comprendre vraiment notre rapport au monde et le saisir dans son historicité. Deuxièmement, comme contre-exemple, la seconde partie donnant vraiment le décor complet et mortel, et la troisième partie, par une sorte de contraposition, de parler surtout de la vie. Et donc, le projet que nous pourrions avoir aujourd'hui, effectivement, c'est de perpétuer ce moment-là, de l'améliorer ce moment-là, et de rester toujours en direction de la vie et non plus de la mort. Et là, bien entendu, toutes les questions contemporaines se posent et on peut les comprendre de façon claire, on peut les lire de façon plus claire. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, on avait une telle grille pour lire l'histoire qu'on ne pouvait la lire qu'à travers la violence. Vous vous rappelez le premier mot que j'ai dit ? Attentat, l'histoire nous rattrape. Et oui, c'était la vieille histoire. Lorsque Giscard d'Estaing a été élu président de la République, Raymond Aron, qui était un philosophe politique très connu à cette époque, avait dit « Ce jeune homme ne sait pas que la vie est tragique. Ce jeune homme ne sait pas que la vie est tragique. » Et cette phrase est très intéressante parce qu'elle résume parfaitement mon livre. C'est-à-dire, ils avaient raison tous les deux. C'est-à-dire, Raymond Aron avait connu la guerre. Comme il était juif, il en avait souffert comme personne, et que par conséquent, pour lui, l'histoire était vraiment tragique. C'est-à-dire, il avait vécu la seconde partie de mon livre, et il l'a résumé admirablement en disant « Ce jeune homme ne sait pas que la vie est tragique ». Mais il se trompait complètement sur Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, lui, n'avait jamais connu la guerre, et par conséquent, il ne savait pas que la vie était tragique, mais il vivait une nouvelle époque, l'époque où il n'y a pas de tragédie. Et c'est notre époque à nous. Et par conséquent, pour lire vraiment le temps contemporain, je crois qu'il faut prendre assez de recul pour avoir la philosophie de l'histoire que je vous ai proposée ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Serres. Je vais peut-être essayer de poser une première question, si vous me le permettez. Oui. Ça y est. Dans la transition du dur vers le doux, il y a des éléments en fait que vous mettez un petit peu en parallèle, mais pourtant qui se sont déroulés à des époques différentes. Pour aller plus vite, donc on va à l'invention du Gutenberg et puis l'invention de l'Internet. Pourquoi pour quelles raisons ces deux types d'inventions permettent de faire progresser ce que vous appelez le doux,
j'aime beaucoup ce terme-là, et fait reculer le dur. Pour quelle raison? Alors, voyons, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un jeune homme qui était professeur d'arithmétique dans une université anglaise. C'était les années 35-36. Et en 1939, la guerre se déclare et il est recruté par l'amirauté britannique au service du chiffre. Et vous savez, le service du chiffre consiste à décoder les messages secrets des armées ennemies. Donc il est au service du chiffre, et là, miracle absolu, il déchiffre, il décode, il arrive à décoder les messages de l'armée allemande, de l'armée nazie. Bien sûr, toutes les armées alliées ont passé toute la guerre à essayer de cacher à leurs ennemis qu'ils savaient décoder leurs messages. Par conséquent, on peut dire que Turing, c'est le nom du monsieur, d'ailleurs, tout ordinateur aujourd'hui est dit machine de Turing, ce Turing-là a gagné la guerre. D'une certaine manière, il a gagné la guerre. Et d'ailleurs, il est mort très très mal, puisqu'on a découvert qu'il était homosexuel, il a été condamné à cause de ça, et la pomme que vous avez dans les trucs d'Apple, c'est la pomme qu'il a mangée pour se suicider. Donc, comme dans l'histoire de Blanche-Neige. Bon, qu'est-ce qu'il a fait, Turing, monsieur? Il a fait quelque chose de très intéressant. Le doux a battu le dur. C'est-à-dire, en décodant les messages de l'armée ennemie, il a gagné une bataille qui se livrait à coups de bombes, de canons, de cadavres, de morts, de cuirassés et d'avions. Voyez, et c'est le doux qui a battu le dur. Et on voit très bien à ce moment-là que c'est un moment décisif dans l'histoire. Si décisif, c'est pas sûr. Pourquoi? Voyons, la plupart des historiens, alors là je réponds d'une seconde manière à votre question, la plupart des historiens sont très contents de scander l'histoire au moyen du dur. C'est-à-dire ils disent la pierre polie, la pierre taillée, l'invention, la révolution industrielle, etc. Vous voyez, au moyen du dur. Mais moi je ne la scande pas comme ça. Je dis que les moments qui ont été les plus décisifs dans l'évolution de l'histoire, c'est l'invention de l'écriture. La preuve, c'est que l'histoire commence là, pour les historiens. Deuxièmement, Gutenberg, comme vous dites. Et troisièmement, les nouvelles technologies. Et que dans les trois cas, au lieu de transformer certaines choses dans la société, on tout transformé. C'est-à-dire, dès le moment où on invente l'écriture, eh bien, on le sait maintenant, d'après les travaux très sérieux des historiens, eh bien, c'est vrai que tout a changé. Il y a eu des scribes, il y a eu la constitution de l'État, il y a eu la constitution, la finance, c'est-à-dire les pièces monnayées commencent là, c'est-à-dire l'échange marchand, la science, les mathématiques sortent de l'écriture, bien entendu, et la religion. C'est-à-dire les religions du livre, la religion de l'écriture sainte, c'est-à-dire les trois monothéismes qui s'opposent complètement au polythéisme précédent. Donc la transformation par l'écriture a été gigantesque, gigantesque. Aussi gigantesque que les transformations de l'écriture dont je parle tout à l'heure à propos des sciences. Bon. Et Gutenberg, ça a été pareil. Tout a changé à ce moment-là. Et aujourd'hui, tout change. Ce qui est en crise aujourd'hui, c'est précisément ce que le doux est en train de faire dans la totalité de nos conduites et de nos relations. Voilà. Et là, nous sommes en train de vivre un moment vraiment très important de bascule, précisément où la variable, c'est le doux, et où la fonction, c'est la totalité de la culture. Voilà. Je crois vraiment. Merci beaucoup. D'autres questions? Merci. Monsieur. Un micro. C'est moi qui ai le micro. Bonsoir. Ah oui, vous êtes battu, là. Ouais. L'important, c'est d'avoir le micro. Vous serez remboursé, c'est promis. Bon, merci pour votre intervention captivante. Alors, en vous écoutant, je me demandais finalement comment on peut appréhender ce qui nous attend peut-être demain et le rapport à l'homme dans un nouvel environnement, c'est-à-dire un environnement, je pense à 3 points, technologique ou hyper technologique, un environnement biotechnologique où en fait l'homme va devenir une réalité augmentée, un homme 2.0, 3.0, dont l'espérance de vie va être chamboulée. Et puis finalement, ces technologies, comment elles vont
redéfinir le rapport de l'homme dans le réel, mais aussi par rapport au virtuel. Ça devient une réalité en ce moment en soi. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Hein. D'abord, la première, c'est sur le transhumanisme, sur l'homme augmenté. Alors, je réponds rapidement sur l'homme augmenté. C'est une publicité américaine. C'est une publicité de Google, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'homme augmenté, c'est Tarzan à la mode des nouvelles technologies. Et Tarzan, c'est très intéressant. Tarzan, c'est un homme très augmenté, mais vous le mettez dans une vraie jungle. Quelle est l'espérance de vie qu'il aurait dans une vraie jungle, Tarzan? 10 minutes? 30 secondes, allez. Et oui, ah oui, avec les dangers d'une vraie jungle, vous vous rendez compte, il ne pèserait pas très lourd. Puis un homme augmenté, c'est intéressant, parce que si vous avez assez de biotechnologie pour augmenter quelqu'un, ben un imbécile sera toujours un imbécile augmenté. Oui, bon. Donc, alors, la seconde question maintenant, c'est notre rapport au monde. Alors, notre rapport au monde, effectivement, il est toujours passé par des techniques. L'humanité a fait des progrès géants dès lors qu'il y a eu des techniques, et les cultures ont doublé les techniques, et ainsi de suite. Et cette technique est très intéressante parce que, justement, elle est virtuelle. Ah bon? Alors, quelle est l'importance du virtuel? Qu'est-ce que c'est que ça, le virtuel? Eh bien, le virtuel est très intéressant aujourd'hui du point de vue technologique pour une raison très simple, c'est que nous n'avons jamais cessé d'être des animaux virtuels. C'est-à-dire, la vache est réelle, elle est toujours dans le réel de son herbe verte. Le crabe est toujours dans le réel de ce qu'il va pincer, n'est-ce pas? Nous, on n'est jamais dans le réel. On est dans le réel, de temps en temps. Mais nous sommes dans le virtuel tout le temps, presque tout le temps. Je ne sais pas, moi, Madame Bovary a fait l'amour 10 fois plus virtuellement que réellement. Mais vous et moi aussi. Oui. Oui. C'est-à-dire que nous sommes des animaux virtuels par rapport... Par conséquent, le succès gigantesque des technologies du virtuel vient du fait que nous sommes des animaux virtuels. Vous voyez ? Et notre rapport au monde passe toujours par le virtuel. Exemple, notre rapport au monde le plus pratique possible, le plus technique, le plus gestuel possible, on a remarqué dès l'Antiquité que si vous passiez par les mathématiques, vous avez une efficacité 10 fois plus forte que si vous n'y passez pas. Par conséquent, si vous passez par le virtuel que vous inventez, vous avez un outil extraordinaire sur le réel. Et ainsi de suite. Oui. Donc, à peu près tout... Qu'est-ce que je parle des mathématiques? Je devrais dire l'invention du langage. Nous parlons, et c'est quand même le flatus vocis de la voix, c'est quand même du virtuel à l'état pur, mais c'est le langage qui nous donne une prise énorme sur le réel. Vous voyez, sans le langage, les animaux ont une beaucoup plus faible prise sur le réel. Donc nous sommes des animaux virtuels. Voilà. Et c'est la réponse à la deuxième question. À vous. Oui, vous avez beaucoup parlé de l'écriture. Alors, peut-être une petite question paléolithique. Dans les peintures préhistoriques, les pictogrammes, est-ce que ce n'est pas une forme d'écriture? Et d'autre part, est-ce que le langage articulé, avec la mutation FOXP2, n'est pas aussi une date essentielle? Ah oui, bien sûr. Et d'autre part, je vous interrogerai sur Donald Trump, évidemment. C'est ça. Ça va venir, ça va venir. La question sur Trump va venir, oui. Oui, c'est-à-dire, le problème de l'histoire, c'est qu'elle commence avec l'écriture, parce que, en gros, nous savons dater quand elle commence, n'est-ce pas? En gros, nous savons dater, enfin, en gros, hein, ça, c'est beaucoup. Pour la monnaie, c'est un peu meilleur. Pour la géométrie, c'est un peu meilleur, oui. Mais pour le langage articulé, ça, nous ne savons pas. Hein. Il faut monter trop haut, nous n'avons aucun témoignage. Donc, c'est certainement quelque chose de décisif qui est arrivé, mais nous ne savons pas quand et nous ne savons pas le dater. Et c'est ça la différence. Pardon? La mutation FOXP2 qui a donné... Ah oui, 200 000. oui, ça, certainement. Oui, c'est essentiel. Essentiel, oui. Mais c'est une date essentielle, mais nous ne la connaissons pas. Oui, c'est ça, à peu près. Oui, oui, oui. Mais 200 000 ans, c'est beaucoup hein, pour la connaissance. Oui, oui. Une autre question? Oui, monsieur. Ah, vous êtes battu de nouveau.
Bonsoir. Bonsoir. Je voulais revenir, enfin si possible, vous questionner sur l'événement du mariage de l'histoire avec la science. Oui. Et vous interroger, enfin vous faire cette remarque, ne croyez-vous pas que l'histoire naît de la rencontre justement du récit et de la science? À savoir, qu'est-ce qui sépare Homère d'Hérodote? Ces deux récits, sauf que dans un cas, c'est un récit, bon, qu'on pense, enfin l'Iliade, la guerre de Troie est certainement un récit imaginaire où l'évocation d'une guerre, enfin, mais sous un aspect mythologique, tandis que les guerres médiques, Hérodote continue à être une source importante pour la compréhension de ces guerres. Et donc on peut considérer que l'histoire est une science, est née avec la science. Enfin voilà, Ah oui. C'est une vraie question qui demande là vraiment beaucoup de réflexion. Je ne suis pas complètement sûr de pouvoir dire qu'Hérodote est un historien. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai bien lu, etc. Et quand il parle des Égyptiens, quand il parle des Mèdes, etc., j'ai envie de dire que c'est moins l'ancêtre des historiens que plutôt l'ancêtre des ethnologues. C'est un ethnologue, vous voyez? C'est pas tout à fait un historien. Pourquoi c'est pas un historien? Parce que je crois que les Grecs n'avaient pas réellement une notion claire et distincte du temps irréversible. Et pour être historien, il faut avoir l'idée d'un temps irréversible. Beaucoup de Grecs pensaient à un temps circulaire, n'est-ce pas? Platon le compte même, ce temps circulaire. Et je crois que pour avoir l'idée d'un temps irréversible, il faut changer de culture là. Je crois que ce n'est pas les Grecs qui ont inventé l'histoire au sens du temps irréversible, c'est les Hébreux. C'est-à-dire que le prophète écrivain d'Israël a l'idée que le Dieu va se réaliser peu à peu au cours du temps. D'ailleurs, il invente déjà le messianisme, vous voyez. Et cette espèce de flèche du temps, c'est quand même plutôt de culture juive que de culture grecque, vous voyez. Alors, nous sommes, nous, des judéo-grecs, évidemment. C'est-à-dire, nous avons un peu des deux, le côté fini et le côté infini. Mais je crois que quand même, pour parler du temps irréversible, c'est plutôt les Hébreux que les Grecs. Voilà, ce serait ça ma réponse. Voilà. Mais pour Hérodote, voilà, je suis plutôt ethnologue. Ouais. Il y avait quelqu'un qui avait demandé là. Non? Oui, monsieur. Moi, j'aurais une question à propos de la violence. Donc, vous décrivez qu'on vit dans une époque douce, dite douce. Pour moi, elle ne concerne que les animaux humains que nous sommes. Et je voudrais connaître votre regard sur la violence que justement les hommes nous faisons à la nature et particulièrement à tous ces animaux qu'on élève et qu'on fait mourir par centaines de millions. Attendez, j'ai pas mal entendu. Je recommence ? Oui, s'il vous plaît. D'accord, vous avez décrit l'époque actuelle comme étant une époque douce. Oui. Donc ça concerne les êtres humains. Oui. D'accord. Et que dans cette époque, je voudrais connaître votre regard par rapport à la violence que les êtres humains font subir à la nature. Oui. Et particulièrement aux animaux que l'on élève et que l'on fait mourir pour se nourrir par milliers, par milliards. Oui, oui. La question est double de nouveau, c'est-à-dire elle touche d'abord notre violence par rapport au monde, mais ça j'en ai parlé quand même de façon abondante et j'ai même essayé d'en faire un livre complet qui s'appelle Le Contrat naturel. Et dans Le Contrat naturel, je propose un pacte par rapport à ça. J'ai même écrit 2 livres, La violence, la guerre mondiale et le contrat naturel, pour essayer d'arrêter cette guerre-là. Par rapport aux animaux, c'est très difficile, à mon avis. C'est-à-dire, la question est vraiment de paléoanthropologie. Est-ce que nous sommes réellement des carnivores? Est-ce que nous sommes réellement des carnivores? La question est débattue, elle n'est pas encore complètement réglée. C'est-à-dire, est-ce que toute l'humanité pourrait se nourrir exclusivement de la flore? Voilà, se nourrir exclusivement de la flore. Et la question n'est pas réglée. Moi, je ne sais pas répondre à la question fondamentale, est-ce que nous sommes des carnivores ou pas? Et si la question est oui, nous sommes des carnivores, c'est très difficile de ne pas manger du vivant. Autrement dit,
tous les vivants se nourrissent en mangeant des vivants. À peu près tous les vivants se nourrissent en mangeant des vivants. La seule chose qui n'est pas vivante dans notre nourriture, c'est l'eau. Oui. Même le vin est du vivant. Oui. Même la bière est du vivant. Par conséquent, est-ce que nous pouvons arrêter cette destinée évolutive? Et je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que nous sommes cruels en tuant les animaux pour les manger. Oui, c'est vrai. Et que nous avons beaucoup de remords de faire ça. Mais cependant, est-ce que nous pouvons l'éviter? Voilà. Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas si on peut l'éviter. Oui. Bonjour, vous m'entendez bien? Où êtes-vous? Je suis là. Ah oui. Je vous remercie beaucoup pour votre exposé, c'était passionnant. J'ai une question sur l'idée de paix, l'idée de paix comme idéal. Oui. Est-ce que la paix peut servir comme idéal? Je veux dire par là, est-ce que, alors on le voit dans notre monde aujourd'hui, est-ce que la paix ne favorise pas l'individualisme? L'individualisme, ah oui. Dans l'individualisme, pardon. Beaucoup de générations sont morts pour des idéaux qui les dépassaient. C'est ça. Et le collectif fournissait un horizon qui permettait de dépasser les égoïsmes individuels. Est-ce que ce qu'on n'observe pas, justement, c'est cet individualisme qu'on a, par exemple, dans l'Europe? Ça a été un projet de paix, ça a été aussi un projet qu'on accuse d'être individualiste. Et vous parliez de tradition judéo-chrétienne. Alors, il y a une idée centrale dans la tradition judéo-chrétienne, vous l'avez très bien dit, bien sûr l'idée de douleur qu'on trouve chez Kant et une forme de laïcisation de la tradition kantienne. Il y a aussi l'idée de messianisme. Dans l'idée messianique, il y a l'idée qu'on apporte la paix et la concorde, la paix et l'équité. Comment peut-on fournir à cette paix un idéal qui le dépasse et qui supposerait peut-être qu'on peut mourir pour une cause, étant donné que toutes les causes ne sont pas bonnes? C'est une question que je traite réellement dans mon livre, celle-là. C'est même la question centrale. C'est-à-dire, c'est une question qui m'avait été posée et qui a donné lieu à un colloque à Paris, à un théâtre qui s'appelle le Théâtre du Rond-Point, où on avait fait un truc sur est-ce qu'on peut mourir pour... etc. Et alors, j'avais dit, c'est curieux, on n'interroge jamais la personne, même la personne morale, qui demande la vie des gens. C'est-à-dire, c'est curieux, cette nation, comment on dit, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Donc la nation ou la collectivité demande la vie de quelqu'un. Je n'interroge pas, moi, le héros individuel qui donne sa vie. J'interroge la collectivité qui la demande. Mais de quel droit? Et c'est pourquoi j'ai une admiration folle pour l'Europe. Je crois que l'Europe est une collectivité d'une nouveauté extraordinaire dans l'histoire qui peut-être ne demandera jamais la vie de ses enfants. Vous voyez? Alors, bien entendu, la question est, est-ce qu'il y a un idéal individuel qui nous dépasse? Réponse, si cet idéal individuel consiste toujours à mourir, c'est pas un idéal vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? C'est même un idéal abominable d'une certaine manière. Et il y a d'autres manières de dépasser l'individu moralement que de tuer quelqu'un ou de mourir pour sa patrie. Vous voyez ce que je veux dire? Et en particulier, alors maintenant, pourquoi croyez-vous que la paix est individualisante? Pas du tout. Dès le moment où on a une idée de paix, c'est une idée qui a au moins 2 ou 3 composantes. Une composante collective, une composante historique, mais une composante individuelle. Bien entendu, je fais la paix avec ma femme, je fais la paix avec mes enfants, je fais la paix avec mon père, je fais la paix avec mon voisin, etc. Et par conséquent, l'individu est d'une manière exalté par la paix. Si la seule manière de faire équipe, la seule manière de faire appartenance, la seule manière de faire collectivité, c'est la paix. C'est pas la guerre. Autrement, vous êtes hegelien, c'est-à-dire pour vous, il n'y a que des rapports de maître-esclave. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus abominable sur la face de la Terre. Voyez. Et d'autre part, pour finir sur cette question, j'aimerais bien rebondir quand même sur cet individualisme. On parle de l'individualisme aujourd'hui comme d'une sorte de faute, d'une sorte de... Enfin, de façon péjorative.
Oh là, attendez une minute. Que je sache, pour naître, l'individu a mis des millénaires. Le premier qui a été plus ou moins pour l'individu, Socrate, connais-toi toi-même, puis Saint Paul, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, mais toi. Ensuite, je sais pas, Descartes, ensuite Rousseau, ça a mis un temps fou. Et si l'individu est né aujourd'hui, ouf, n'est-ce pas, tant mieux, vous voyez. Et il est né récemment, l'individu. Jusqu'à récemment, l'individu se définissait par son appartenance. Je suis catholique, je suis juif, je suis français, je suis gascon, c'est mon cas, etc. C'est l'appartenance. Et non, je ne suis pas ça, je suis je, n'est-ce pas? Et avant de prononcer ce mot-là, oui, je crois que la culture a mis des millénaires. Cela dit, c'est vrai, toute notre culture depuis, disons, 2-3 siècles a consisté à favoriser la liberté de l'individu, à favoriser la naissance de l'individu. Et maintenant, ça se paie un peu cher. D'un côté, ça s'appelle l'individualisme, et de l'autre côté, ça s'appelle la solitude. Et aujourd'hui, le problème, c'est pas de créer l'individu, c'est de créer de nouvelles appartenances. Les anciennes appartenances sont presque toutes désuètes. Vous l'avez remarqué ? Et aujourd'hui, la question est d'inventer de nouvelles... La question politique par excellence, c'est celle-là. C'est-à-dire de créer de nouvelles appartenances, de nouvelles... La nouvelle manière dont les individus vont se mettre ensemble. Et c'est ça qui agite peut-être profondément le monde contemporain. Et les vieillards sont très seuls. Les jeunes gens sont très seuls, les adolescents sont très seuls, les enfants sont très seuls, et c'est des problèmes capitaux que connaissent les instituteurs, que connaissent les médecins, que connaissent... Il y a même aujourd'hui un projet national qui s'appelle, qui est un projet pour essayer contre la solitude des personnes âgées, voyez, etc. Mais ce n'est pas seulement les personnes âgées qui sont seules, c'est presque tout le monde aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, le problème politique aujourd'hui, c'est celui-là, le problème fondamental. Et c'est pour ça que la question de l'individu est centrale aussi dans mon livre. Voyez, c'est-à-dire, aujourd'hui, le vrai grand philosophe, le vrai grand homme politique, c'est celui qui inventera de nouvelles manières d'être ensemble. D'ailleurs, écoutez, c'est très simple. Je l'ai dit dans Petite Poussette, une partie des problèmes de la pédagogie est résolue un peu par les nouvelles technologies. Pas tout, parce que l'information n'est pas le savoir. D'accord, ça c'est pareil. Mais je crois qu'un des rôles de l'école aujourd'hui, c'est justement la socialisation. Un des rôles fondamentaux de l'école primaire, secondaire, etc., c'est comment vous allez vivre ensemble, mes petits. Oui, voilà. Je me rappelle quand j'étais professeur, je le suis encore d'ailleurs, j'aimais beaucoup dire « toi et toi, vous allez vous marier parce que j'ai besoin d'un travail que vous ferez à 2 ou 3 ou 4 oui. ». De favoriser des équipes. Quoi. Oui. Je crois qu'il y a quelques années, l'équipe de France de football, je crois, avait fait la grève. Tu te rappelles de ça? Et j'ai dit à ce moment-là, c'est l'équipe de France de football qui est la championne du monde. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire équipe. Vous voyez? C'est-à-dire, c'était des individus modernes, c'est-à-dire l'équipe, c'est une vieille histoire, et ils n'arrivaient pas à faire équipe. Et c'était une image extraordinaire du monde moderne. Vous voyez? Eh bien, un peu la parole aux femmes. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Oui, bravo. Voilà. Eh bien, je voulais vous dire, Monsieur Serre, que moi, la dernière période, la période douce, comme vous la qualifiez, oui. Et je suis tout à fait d'accord, j'aurais peut-être donné comme symbole, non pas le bon samaritain, mais la bonne samaritaine. Oui. Parce que je pense que c'est la rentrée dans la vie publique des femmes qui a changé le monde aussi. Absolument. Et je suis désolée que personne n'en ait parlé encore. Il y en a un qui en a parlé, c'est Michel Serres dans son livre. Parce que
dans mon livre, je dis l'infirmière, la sage-femme, etc. Je donne le rôle en question du Samaritain entièrement féminin. Vous lisez mon livre, ma chère, vous le verrez. La réponse y est dedans. D'ailleurs, je dis à un certain moment que je n'ai qu'une ambition, moi, c'est de favoriser l'accouchement du monde contemporain et qu'en tant que philosophe, je voudrais devenir sage-femme. C'est la réponse que je peux faire la plus précise à votre question. D'ailleurs, je crois qu'il y a un livre qui vient de paraître hélas sur moi, qui s'appelle Michel Serres, la sage-femme du monde. Ça tombe très bien. C'est mon idéal. Je suis féministe, madame. Une question qui nous vient d'Internet. Où êtes-vous? Oui, là. Oui. Pourquoi ne vouliez-vous pas parler anglais? Il faut que vous sachiez, monsieur, que j'ai passé un peu moins d'un demi-siècle aux États-Unis. Donc j'ai enseigné dans ce pays-là. Et je suis absolument certain que l'humanité a besoin d'une langue de communication. Elle l'a toujours eue. Cette langue a été le grec, ça a été l'arabe, ça a été le latin qui a duré sans doute le plus longtemps, ça a été le français, même à l'âge classique. Maintenant, c'est l'anglais. Nous avons besoin d'un langage de communication, c'est d'accord. Bon. C'est pas une langue... Il y a une grande différence entre le langage de communication et la langue dominante. Et aujourd'hui, n'oubliez pas que parler une langue, c'est avoir une distance très précise avec le réel. Et que chaque langue a sa distance par rapport au réel, son angle d'attaque par rapport au réel, et que la pluralité des langues forme une sorte de ronde extraordinaire autour du réel, où chacune a son point de vue, sa distance, son obliquité par rapport au réel. Et par conséquent, si vous êtes cultivé dans une langue, vous avez une originalité par rapport à au réel. Si vous parlez une langue dominante à la place de la vôtre, vous allez perdre l'inventivité que vous donne votre propre langue. Et ce qui arrive aujourd'hui en France est dramatique, parce qu'en effet, nos élites ne parlent plus qu'anglais. D'ailleurs, ils ne parlent pas anglais, ils parlent globish, vous voyez ? Ils parlent une langue, une vague langue, etc. Et je crois que, peu à peu, la perte d'une langue, c'est la perte d'une culture. Et que cette culture-là va être substituée à notre culture, va être substituée à une autre culture. Vous parlez anglais, parlez anglais, parlez anglais. Vous aurez Trump. Parlez anglais, vous aurez Trump. Parce que Trump, c'est vraiment, vraiment le symbole au sens du samaritain et de truc de l'Amérique d'aujourd'hui. Oui. Parlez anglais, vous transformerez la France en un pays qui aura Trump un jour. C'est très dangereux de perdre sa langue. Nous sommes en train de perdre notre langue. Faites attention, très attention. Je ne sais pas, j'étais à l'hôtel tout à l'heure, je voulais manger un peu avant de parler, ils m'ont donné le choix entre une cinnamon et un cookie. Alors, j'ai demandé si c'était du patois occitan. Alors, j'ai dit « Qu'est-ce le cookie ?» Et je lui ai dit à la dame, si vous continuez à parler, vous aurez Trump, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, quand vous parlez anglais, répondez s'il vous plaît en patois. C'est ce que je fais. Quand on me demande de faire partie, par exemple, d'un think tank, hein, je dis, qu'est-ce que le think tank? On m'a invité récemment à l'Imagination Week de l'ESSEC Business School. Et j'ai répondu, mais que fait cette pauvre préposition « de » dans votre phrase? Elle était perdue, la pauvre préposition. Vous savez, je n'ai rien contre l'anglais, c'est une langue admirable. J'ai dû la pratiquer assez longtemps, bon, ça va, oui. Mais
mais qu'une langue domine tellement qu'à un certain moment, elle met en péril une autre langue, c'est exactement ce qu'on fait quand on élimine une espèce. C'est de la biodiversité. Si vous foutez en l'air une espèce, elle est morte pour jamais, et c'est une manière d'être dans un environnement dans le monde. Donc, n'assassinez pas la culture française, c'est tout. Elle a un passé scientifique et poétique extraordinaire, et je ne souhaite pas qu'on la perde. Si vous perdez votre inventivité propre. Et puis vous aurez Trump. Une autre question ? Oui. Oui, bonjour, merci. J'avais une question un peu sur la continuité de l'histoire, parce que vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé. Quand vous êtes né, la population mondiale était de 1,7 milliard d'habitants sur Terre, et aujourd'hui... C'est quoi ? La population mondiale. Ah oui. Oui, voilà. Pardon. Et aujourd'hui, elle est de donc plus de 7 milliards depuis peu. Oui. J'aurais voulu savoir comment vous voyez ça, parce que, bon, excusez mon jeune âge, mais je me pose quand même quelques questions par rapport à la limite de cette évolution qu'on n'arrive pas encore à cibler. Si, on commence. Ça commence à baisser. La croissance est en train de baisser. Non pas le chiffre global, mais la croissance est en train de baisser. Oui, après c'est toujours relatif par rapport au pays dont la croissance démographique n'est pas encore terminée. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'augmentation de la population mondiale implique des choses qui ne sont pas toujours dans le bien commun. Je rejoins aussi monsieur peut-être sur comment alimenter 10 milliards, 12 milliards d'hommes sur Terre, et de femmes, bien sûr. Et de femmes également. C'est les plus gourmandes. Et aussi, en parallèle, il y a aussi des bonnes choses à cette évolution démographique, c'est qu'on a aussi l'évolution de beaucoup d'idées, de beaucoup de débats, de beaucoup de constructions ensemble. C'est aussi un autre débat. Donc j'aurais voulu savoir un peu comment vous voyez, vous, avec votre passif, cette évolution. Merci. La question de la croissance démographique par rapport à la nourriture est une question qui concerne l'agriculture. Et les problèmes de l'agriculture sont effectivement parmi les problèmes majeurs de notre époque. Pourquoi ? Parce que parmi les révolutions dont je parlais tout à l'heure, la révolution agricole a été certainement l'une des plus importantes, que j'ai passée sous silence pour le moment. Mais dans d'autres livres, j'en parle. C'est-à-dire que, par exemple, en 1900, ici en France, nous étions entre 65 et 70% d'agriculteurs. Et aujourd'hui, en France, nous sommes 0,8% d'agriculteurs. Vous voyez que la chute a été énorme et que ça a été une révolution considérable. Or, il se trouve qu'à l'époque où nous étions 60% d'agriculteurs, il fallait importer du blé et de la viande d'Argentine. C'est l'Argentine qui nourrissait l'Europe. Oui. Or maintenant, avec 0,8% d'agriculteurs, nous exportons les produits agricoles. Par conséquent, là, au moment où il y a eu la croissance énorme de la démographie, il y a eu un changement essentiel de l'agriculture. Et aujourd'hui, le problème de l'agriculture est énorme parce que les 0,8% d'agriculteurs qui sont en train de survivre sont en risque de mourir. Et pour une raison tout à fait simple, c'est que les produits agricoles sont l'objet de spéculations en bourse. Et que, alors je réponds là directement à votre question, nous connaissons des pays et des cultures qui, au point de vue agricole, sont à peu près équilibrés pour la nourriture et qui crèvent de faim. Parce qu'effectivement, leurs produits agricoles ont chuté au point de vue du prix. Et par conséquent, un des problèmes du nourrissement dans le monde et de la survie des agriculteurs est double, c'est d'essayer d'enlever les produits agricoles de la spéculation boursière. Et ça, c'est une chose presque impossible, mais qu'il faudra un jour arriver à faire. Et c'est pour ça que je milite en ce moment avec quelques amis pour essayer d'obtenir au plan mondial quelque chose que j'appellerais l'exception agricole. Vous voyez, un peu parallèle à ce qu'on a fait dans la culture, où on disait l'exception culturelle. Vous
voyez, pour essayer de faire de l'agriculture quelque chose de entièrement original qui soit un peu en dehors des spéculations ordinaires. Et c'est à ce prix-là qu'on pourra nourrir le monde, je crois. Donc, vous voulez, la réponse à la question est plus du côté de notre rapport à l'agriculture et à la nourriture alors, ça répond un peu à la question aussi des animaux tout à l'heure. C'est-à-dire que manger est un acte extraordinairement politique. Et que manger est même un acte extraordinairement sacré. C'est-à-dire quand vous mangez, faites attention à ce que vous mangez, non pas seulement, comme on dit dans les journaux, pour grossir ou maigrir, je m'en fous de ça, mais ce que vous mangez, d'où ça vient, par où c'est passé, et la responsabilité que vous avez d'acheter ceci ou d'acheter cela. Voyez, du point de vue, alors, du rapport de la commerce avec l'agriculture. Oui. Manger aujourd'hui me paraît... D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce que je raconte depuis Adam et Ève, c'est un acte sacré, bien entendu. Oui. Ah oui. Donc la réponse est là, et plutôt dans les questions agricoles. Voilà. Alors, du point de vue de la démographie, je crois savoir que l'augmentation est en train de s'arrêter. C'est-à-dire qu'on régule en ce moment. Bon, alors pour l'enregistrement. Vous avez, avec justesse, je crois, noté qu'une des questions aujourd'hui les plus importantes, c'est de reconstituer des appartenances pour lutter contre ce qu'on appelait l'individualisme. Le problème, c'est que la question des appartenances a été transformée depuis une trentaine d'années en une question des identités. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout fabriquer du lien social qui permet de vivre mieux, c'est au contraire de séparer et d'opposer des groupes qui, entre guillemets, naturellement ne pourraient pas vivre ensemble. D'accord. Comment peut-on éviter de parler des identités pour faire de l'appartenance ? Alors, la question est très intéressante et elle est relativement aisée à résoudre. Qu'est-ce que l'identité ? Pardon ? Il faut le dire aux politiques. Ah oui. Qu'est-ce que l'identité ? L'identité, en mathématiques, c'est A identique à A. Au lieu de mettre le signe égal avec deux petits traits, vous en mettez trois. Hein ? A identique à A. Et ça a été inventé par le Dieu de la Bible, je suis celui qui suis. Vous vous rappelez de ça ? Bon, donc c'est l'identité. Attention, qu'est-ce que l'appartenance ? L'appartenance, c'est A appartient au sous-ensemble A. Alors, ce n'est pas noté avec trois petits traits, mais avec un petit signe genre euro. Vous savez, comme l'euro. A appartient. Donc, identité, appartenance, il ne faut pas les confondre, parce que l'un est A identique à A, et l'autre, c'est appartient à. C'est ça la différence. Bon, et maintenant, je vais ouvrir devant vous ma carte d'identité. Alors, j'ouvre ma carte d'identité. Je m'appelle Serre. Est-ce que c'est mon identité ? Oh, ben pas du tout. Le nombre de gens qui s'appellent Serre, vous savez, ça veut dire la montagne, Sierra en espagnol, Serra en portugais. J'appartiens au sous-ensemble de gens qui s'appellent Serre, c'est-à-dire la montagne. Bon. Prénom, Michel. Alors là, des Michel, des Michael, des Michael, il y en a un sacré... Je ne sais pas mon identité. Félicitations. Né le... Je suis né, mais le nombre de gens qui sont nés ce jour-là, bon. Donc, dans ma carte d'identité, il n'y a pas un seul signe d'identité. Il n'y a que des appartenances. Donc, vous voyez, confondre l'identité et l'appartenance, c'est une erreur logique. C'est-à-dire, dans ma carte d'identité, je le répète, il n'y a pas de mon identité. Mon identité, ça serait d'abord « je suis je », ce qui ne m'apporte pas grand-chose, et peut-être à la rigueur, mon ADN, mais ça serait un peu long, et peut-être à la rigueur, ce qu'on sait maintenant, c'est mon paysage viral. Et vous savez que l'organisme est fait de milliards de cellules, mais qu'il a sur lui et dans lui encore plus de milliards de bactéries, et au-dessus des bactéries, encore plus de milliards que de virus. Et que le paysage viral de quelqu'un détermine à peu près son identité, un peu comme l'empreinte digitale. Voilà, à peu près, ce serait ça l'identité. Bon, donc c'est une erreur logique et, disons... Mais c'est un crime politique. Mais c'est un crime politique de confondre l'identité et l'appartenance. Pourquoi ? Parce que réduire
quelqu'un a son appartenance, c'est précisément ce qu'on a dit tout à l'heure du point de vue de l'opposition entre des collectivités. Et c'est au nom de « je suis catholique, je suis juif, je suis ceci, je suis cela » qu'on a tué les gens, etc. Donc, confondre l'identité et l'appartenance, c'est un crime politique. Et par conséquent, chaque fois qu'on vous dira l'identité, entendez appartenance. Jamais on ne parle d'identité. La question sur l'identité aujourd'hui est une question fausse, parce qu'on parle tout le temps d'appartenance. Et sûrement, et surtout, des appartenances qui sont en train de disparaître, en plus. Oui. Parce que la plupart des appartenances, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont en train de s'effacer, de devenir floues, etc. Et c'est pour ça que la question est de retrouver de nouvelles collectivités, quoi. Michel Serres, merci beaucoup. Nous allons clore maintenant le débat et vous applaudir en vous remerciant.